suivre un petit peu plus le jeu de la vache qui rit ou le jeu des emboîtements ou de la mise en abîme, j'aurais dû écrire sur la couverture traduit de l'américain par Brice Mathieuson. C'est vrai. Je ne suis pas allé jusque-là. Mais on comprend très vite. J'aurais dû donner un autre auteur. J'aurais dû donner un autre auteur, mais j'avais envie de. Voilà, David Gray. J'avais envie que ce soit mon roman. Donc à partir du moment où j'avais envie de mettre mon nom en première page, c'était évident que j'étais tenu à des conséquences. Donc il y a La Vengeance du traducteur, qui est le roman que vous pouvez lire en français chez POL. Et à l'intérieur, il y a un roman américain qui s'appelle Translator's Revenge, qui est un roman écrit par un romancier américain dont personne ne connaît le nom, mais qui est publié sous un pseudonyme à New York. On ne sait absolument pas qui c'est, on ne connaît pas l'auteur. Bon, et donc ce roman est traduit par le narrateur, celui qui dit « je » dans le livre. Et à l'intérieur de ce roman, il y a un autre roman, qui est un roman français, lui, écrit par Abel Prot, et qui s'appelle NDT, comme note du traducteur, et qui doit être traduit en américain par ce jeune traducteur américain qui s'appelle David Gray, David Legris. Donc lui, il échappe un peu au noir et blanc au départ. Il est gris parce qu'en plus il est un peu phallo, comme on dit, oui. En tout cas du point de vue de Abel Prot. Il est un peu fantomatique, un peu manque de personnalité, un peu pour l'auteur français. Et l'auteur français aura plutôt tendance à le mener par le bout du nez, ce qui est évidemment le cas du traducteur, qui est mené sans cesse par le bout du nez du texte. Il faut comprendre cette situation, c'est comme de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre. C'est comme d'être mené par le bout du nez, encore que ce soit quand même très péjoratif, cette histoire d'être mené par le bout du nez. On dit ça d'un homme par une femme, on dit ça d'une femme par un homme, on dit ça d'un homme par un homme, toutes les possibilités que vous pouvez imaginer. Mais c'est quand même le cas de la traduction, c'est le cas du traducteur. Il y a une situation qui m'intéressait beaucoup dans la traduction, c'est un geste de la tête. Le traducteur n'arrête pas de faire ce geste. Au point d'avoir parfois des problèmes de vertèbre, mais vous comprenez qu'il y a évidemment le regard passe sans arrêt du texte original, et c'est très physique, hein, du texte original à l'ordinateur, en général c'est l'ordinateur. Donc il y a sans arrêt ce va-et-vient, cet aller-retour. Donc lorsque je mets David Gray, lorsque je le propulse dans le passage secret qui va de l'appartement d'Abel Prot dans le quartier de l'Odéon jusqu'à la réserve des costumes du théâtre de l'Odéon, je ne le laisse pas à la réserve des costumes, je le fais revenir, évidemment. De même, lorsque Doris prend l'avion pour aller de Paris à New York, elle revient, évidemment, et elle multiplie les trajets, d'ailleurs. Sans doute parce que, je ne sais pas, c'est à moitié conscient, j'en ai pas vraiment eu conscience, mais j'ai passé un certain nombre de milliers d'heures de ma vie à faire ce geste. Ce n'est pas un TOC, pas un trouble du comportement, c'est simplement une situation de travail. Ça, c'est plus compliqué, ça c'est plutôt oui, et le traducteur est plutôt quelqu'un qui dit non, et ça, c'est plutôt proche du non. Et c'est le geste de la traduction, hein. C'est pas aussi radical que ça, mais c'est un geste, un demi-non. Donc on dit à moitié non quand on traduit, tout le temps. Le travail consiste à dire à moitié non, avec la tête, mais aussi non au texte. Et je pense que ce non que je dis au texte est quelque chose qui transparaît dans ce coup de force, ce coup d'état du traducteur de mon roman, narrateur de mon roman, qui supprime carrément le texte